Je suis médecin anesthésiste. Depuis toujours, je m'intéresse à la parentalité au sens large. Je trouve que l'accouchement, la naissance, la grossesse, ce sont les aventures les plus captivantes qui soient dans la vie pour les parents, mais surtout quand même pour les femmes qui ont un engagement corporel qui est immense. Et j'ai toujours été absolument passionnée par cette phase de la vie. Quand Malo a créé donc cette application, j'étais ravie d'en prendre la direction médicale parce que au cours de ma carrière, j'ai rencontré énormément de femmes, de sages-femmes, de gynéco évidemment. Justement, à cet égard, je trouvais que les sages-femmes avaient l'angle d'investissement auprès des femmes le plus intéressant et le plus complet, beaucoup plus que mes confrères médecins. Et d'œuvrer auprès des femmes, je trouve que c'est passionnant. Ça n'a rien à voir, en réalité. On voit bien qu'il y a une constellation sémantique de pas aller bien après une naissance. Le baby blues, il dure quelques heures ou quelques jours, c'est immédiatement après la naissance, et c'est un état d'hypersensibilité où les femmes sont à fleur de peau, elles pleurent pour un rien, rien qui va, mais finalement, ça s'arrange très bien en quelques jours. Avec un peu d'aménagement et d'aide, ça va se rétablir très vite. La dépression du postpartum commence typiquement 6 semaines après la naissance. Tout dépend comment c'est pris en charge, mais peut durer des mois, devenir un petit peu chronique et finalement entraîner avec elle une dépression du bébé qui va moins manger, qui va faire des régurgitations, qui va mal dormir et qui va finalement déséquilibrer toute la famille. Bon, on parlera peut-être aussi de la dépression postpartum du père, qui prend des allures tout à fait différentes, mais qui est là aussi quelque chose de tout à fait réel. Le burn-out parental, c'est bien plus tard. Ça commence classiquement quand les femmes reprennent le travail et qu'elles se rendent compte que soudain, tout est à gérer, qu'il faut faire les courses, il faut faire un peu de ménage quand même, il faut s'occuper des machines. Il y a peut-être un enfant aîné qui a besoin qu'on l'aide pour les devoirs, mais il y a le petit qu'il faut aller chercher à la crèche, il faut passer à la pharmacie, il faut emmener l'aîné chez l'orthophoniste, il faut redevenir une femme parce que quand même on a un peu de standing à respecter, et puis il faut bosser. Et donc, il faut amener à la maison aussi les soucis du travail. Tout ça fait une sorte de charge mentale monstrueuse. Et comme aujourd'hui, les femmes sont sommées de réussir, eh ben, j'ai cette désadéquation entre les exigences qu'on a sur nous-mêmes et la vraie vie des vrais gens, qui est que tout ça s'accumule et ça fait beaucoup trop. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Ce n'était pas le cas il y a 50 ou 100 ans en arrière. Et la maternité se suffisait à elle-même. Et surtout, les femmes avaient un entourage qu'elles n'ont plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes sont souvent assez isolées. Leur maman est souvent loin. On dit qu'il y a environ 300 km en moyenne entre les parents et les enfants aujourd'hui. Les femmes n'ont pas toujours des sœurs ou elles ne sont pas proches. Et le cercle amical est souvent restreint. Donc, le fait qu'elles se mettent à travailler les a souvent isolées d'un environnement chaleureux, contenant et portant, et elles se retrouvent parfois très seules, avec pas forcément la bonne personne à qui parler. Le conjoint ou le coparent serait évidemment l'interlocuteur idéal, mais là aussi, il a ses propres difficultés. Le coparent a du travail, il a ses propres difficultés à surmonter, sa propre difficulté vis-à-vis de la parentalité. Et il se trouve qu'en pratique, le conjoint ou le coparent n'est pas le meilleur interlocuteur. Et les femmes ne trouvent pas auprès des professionnels de santé les bons interlocuteurs non plus. Les médecins n'ont pas le temps, ça on sait bien, les consultations sont trop courtes et trop rares. Et les sages-femmes sont elles-mêmes extrêmement surchargées de travail parce qu'on a, au fil des ans, avec la raréfaction des gynécos, elles ont eu de plus en plus de charges professionnelles. Donc elles n'ont pas non plus le temps et la disponibilité qui leur permettraient d'accompagner au mieux les femmes enceintes ou en périnatale. Donc, il y a cette solitude. Et puis, les femmes travaillent, évidemment. Alors, parfois, elles sont salariées et d'une certaine manière, c'est quand même bien plus simple pour elles. Et parfois, elles sont indépendantes.
libérale. Et là, la charge mentale s'alourdit à proportion, puisque non seulement elles doivent à un moment donné lâcher prise sur leur boîte ou leur travail, mais en plus elles ont le souci de savoir comment elles vont financer finalement leur grossesse, leur arrêt, leur congé de maternité, parce que socialement, c'est pas si évident que ça, et on est bien moins accompagné quand on est libéral ou indépendant que lorsqu'on est salarié. Bien sûr, c'est une banalité. Et ensuite, il faut savoir à quel moment on reprend le travail. Est-ce que on donne l'enfant à la crèche à 3 mois? Est-ce qu'on va trouver des solutions pour reprendre le travail plus tôt? Parce que pendant ce temps-là, bah, les choses ne se font pas toutes seules. Euh, donc il y a toute cette problématique de presque, j'allais dire, de doublement de charge mentale, parce qu'il y a le bébé et puis il y a le travail qui est en souffrance et que pour l'instant on ne fait pas. Voilà, donc ça, ce sont toutes les difficultés qui se présentent aux femmes, sans compter évidemment que chaque femme a son histoire personnelle qui peut venir alourdir et rendre très difficile une maternité, une naissance et les débuts de la vie. Voilà. La dépression du postpartum, on sait très bien qu'il existe des facteurs de risque qu'on peut déjà souvent subodorer en prépartum, et c'est le sens de l'entretien du 4e mois qui a été rendu obligatoire par le gouvernement il y a déjà au moins 2 ou 3 ans. Mais il est intéressant parce que on voit déjà que sont en place toutes les briques qui vont venir ensuite prédisposer les femmes à faire cette dépression du postpartum. Alors, il y a aussi, bien entendu, l'histoire de chaque femme, les difficultés qui se présentent à elles lorsqu'elles sont enceintes, de par leur histoire personnelle, la préhistoire qui est l'histoire des parents, de sa mère elle-même, les éventuelles difficultés qu'elle a connues avec ses parents, et puis toutes les grossesses pathologiques, celles qui nécessitent un suivi très approfondi. Et puis, au moment de l'accouchement, on sait très bien qu'il va y avoir des situations qui vont là aussi venir alourdir les suites de l'accouchement. Ça peut être une césarienne traumatique, ça peut être des difficultés lors de la naissance, un enfant qui ne va pas bien. Au cours des grossesses gémellaires, un des 2 enfants qui est hospitalisé, ou les grands prémas. Tout ça, ce sont des difficultés qu'on mesure mal pendant la grossesse, mais auxquelles on est brutalement confronté lors de l'accouchement. Et là, véritablement, ces situations font effraction dans la vie des femmes et vont les mettre à mal. Et lorsqu'elles ne sont pas très solidement arrimées et accompagnées, ça va être très difficile. Et on sait très bien que ces femmes-là vont risquer de se déprimer dans les suites un petit peu plus tardives après la naissance. Il y a aussi les dépressions du postpartum qui ne sont pas prévisibles et qui vont comme ça arriver dans les semaines ou les mois qui suivent la naissance. Et tout l'enjeu va être de dépister cette dépression. Il faut les soigner parce qu'elles sont lourdes de conséquences pour le couple, pour les autres enfants s'il y en a, et pour le bébé qui vient de naître, qui va être pénalisé justement par la dépression maternelle. Donc le gouvernement a fini par prendre la mesure de cette dépression du postpartum. C'est longtemps été un passager clandestin, et puis maintenant, on s'est rendu compte que ça touchait entre 15 et 20% des femmes, donc entre 1 sur 5 et 1 sur 6, ce qui est finalement énorme. Et je voudrais juste ajouter que la première cause de mortalité maternelle, c'est le suicide. C'est donc loin d'être neutre. Et ça arrive justement dans les semaines qui suivent, chez une femme qui n'a pas été dépistée et qui s'enfonce lourdement dans la dépression et qui, au bout d'un moment, ne voit pas d'issue. Et ce sont parfois des suicides avec l'enfant. Enfin, c'est de situations extrêmement tragiques, évidemment. Et nous, avec Malo, on a mis au point un questionnaire spécifique de la dépression du postpartum qui permet de repérer chez soi en toute tranquillité et d'établir un score de dépression. Ça paraît drôle dit comme ça, mais ça permet aux femmes de se dire à elles-mêmes bah, oui, j'admets, je ne vais pas bien du tout. Et voilà, ce score le met en évidence. Je vais donc peut-être me déterminer pour aller consulter
et essayer d'écourter cette mauvaise passe. Voilà. Donc c'est très intéressant ce dépistage chez des femmes qui spontanément refusent d'être déprimées parce que ça ne se fait pas d'être déprimée dans les suites de l'accouchement.